va voir ensemble la thématique du branding et du logo et surtout les étapes clés pour réussir son projet d'identité visuelle. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que parmi nos prospects, enfin parmi nos contacts, nos prospects, nos clients, tout le monde avait des notions différentes de tous ces concepts et en fait, pas grand monde connaissait la méthodologie pour arriver à un résultat satisfaisant qui va aider vraiment l'entreprise, aider son image de marque, aider tous ces éléments-là. Et donc, du coup, elles vont nous aider à mieux comprendre tous ces éléments-là aujourd'hui. Donc, au sommaire, on va voir l'introduction au jargon de l'univers de l'identité visuelle. Ensuite, on va voir les étapes clés pour réussir son projet d'identité visuelle. Et enfin, quel planning et budget prévoir pour réussir son projet d'identité visuelle. Au niveau du planning et du budget, comme ça, vous pourrez voir si c'est quelque chose que vous faites en interne, si c'est quelque chose que vous allez avoir sous-traité. En tout cas, le but du jeu, c'est de vous donner un maximum de bonnes pratiques et de retours d'expérience pour que vous puissiez vous-même réussir votre projet d'identité visuelle. Alors, est-ce que vous êtes prête Valentine, Estelle, en tout cas, je vais vous présenter pour que tout le monde sache un peu qui vous êtes. Donc, qui sont-elles donc Estelle et Valentine font partie de l'équipe de Pilotine. Et donc, Valentine est directrice artistique et illustratrice, et celle qui pilote le pôle design chez Pilotine. Son signe astrologique Poisson et son gâteau préféré Concorde. Donc rien qu'avec le gâteau, on se rend compte que c'est plutôt quelqu'un de carré, tout ça, qui va mettre en place des process, qui va motiver les équipes, qui va mettre en place pas mal de choses, mais voilà, c'est bien fait, on y met les formes et tout, c'est tip top. Ensuite, du coup, on a Estelle, qui est directrice artistique et qui est dans le pôle avec Valentine. Sagittaire, et son gâteau préféré, la tartelette à la framboise. Donc là, on est tout de suite plus dans la créativité, l'émulation. Voilà, c'est punchy, c'est pas mal, c'est fruité. Et donc, du coup, avec ces deux belles personnalités, vous allez en prendre plein les mirettes et apprendre pas mal de choses. Donc, bon, moi, j'ai plus qu'à tirer ma révérence. D'ailleurs, elles m'ont viré. Pour information, je voulais animer tout le long le webinaire et vous savez quoi, elles m'ont viré. Je n'ai pas le droit de le faire puisqu'elles veulent faire ça de manière plus professionnelle et je les comprends entièrement. Et donc, je vous laisse le micro, je vous laisse la main. C'est à vous. Impressionnez-nous et en tout cas, à tout à l'heure. Merci les filles. Merci. Hello tout le monde. Du coup, désolée pour ce petit aléa de micro. Donc, on va commencer le webinaire par un volet qui peut être peut-être un peu barbant comme ça au départ, mais on s'était dit que c'était quand même super important de se mettre au clair sur de quoi on allait parler aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ce que disait Julien, c'est qu'on se rend compte que parfois, un client nous parle d'une identité visuelle, en fait, il parle d'un logo, inversement d'une charte graphique, etc. Donc, on va définir un petit peu ces termes pour que ce soit limpide pour tout le monde. Les termes dont on va parler, ça va être les logotypes, l'identité visuelle, la charte graphique, l'identité de marque. On va même aller sur des notions qui sont plus liées au marketing, avec le branding, les plateformes de marque, etc. Donc, on vous a fait un super schéma. Ah oui. Parce qu'on se dit que les visuels, ça aide souvent à comprendre mieux les concepts, surtout quand ils sont un peu complexes. Cette magnifique illustration, ce schéma, va nous aider un petit peu à expliquer un peu tout ça. Donc, un logotype, c'est vraiment un signe qui identifie l'entreprise dans sa forme la plus simple. Donc, par exemple, ici, en haut à gauche de la présentation, on a le logo de Pilotine. Donc, ça va être une typographie associée à un symbole auquel on a appliqué une couleur. Donc, tout ça, ça forme le logotype de notre agence, l'agence Pilotine. L'identité visuelle, ce qu'on voit dans le schéma, c'est qu'on retrouve le logotype à l'intérieur d'une identité visuelle. Parce que l'identité visuelle, c'est un élément qui est plus large. On va y retrouver tous les repères visuels, donc tout ce qu'on peut voir, c'est quelque chose de très tangible, en fait, qui permet d'identifier une entité, une structure, un produit, etc. Donc, ce qu'on va retrouver concrètement dans l'identité visuelle, ça va être donc, le logotype, mais aussi tout ce qui est typographie, couleur, un style photographique aussi. Ça peut parfois être carrément un style de mise en page, du packaging. Donc, on va vraiment plus loin dans le concept d'identité visuelle. On associe en fait à l'identité visuelle aussi la charte graphique. Donc la charte graphique, c'est un livrable que peut produire un freelance, une agence, etc.
Concrètement, c'est un support qui peut être print ou digital, qui va répertorier tout un tas de règles d'utilisation des codes visuels qu'on a développés, donc de l'identité visuelle, voilà. Donc, on va avoir des recommandations sur l'utilisation de l'identité. On va avoir C'est vraiment, en fait, oui, un support qu'on va donner en fait, à nos clients pour être sûr qu'ils vont bien en fait, savoir se servir en fait, de l'identité visuelle qu'on a donc créée. Voilà. Ça va vraiment être le mode d'emploi avec des règles à respecter pour qu'en fait, nos clients et même d'autres personnes extérieures qui vont recevoir en fait, cette charte, les partenaires voilà, puissent vraiment l'utiliser à bon escient et avec vraiment les règles pour être sûr de la lisibilité, etc. Je vois que d'ailleurs dans le chat, on n'apprend rien à certaines personnes, vu qu'il y a aussi des directeurs artistiques et des designers graphiques, donc c'est super. Je pense qu'on ne vous apprend rien. Mais voilà, je pense que c'est important. En fait, vraiment, on vous fait ce petit résumé vis-à-vis en fait, des problèmes qu'on a pu en fait, des fois rencontrer avec nos clients. C'est vraiment la base de la base. Souvent, en fait, on va avoir des clients qui ne vont pas savoir la différence entre une charte graphique et identité visuelle. Ou, voilà. Donc, c'est vraiment les petites bases du design. Voilà. Et dans tous les cas, nous, on présentera à la fin du webinaire un exemple d'une charte graphique pour que vous puissiez avoir aussi un support visuel qui et savoir comment est-ce qu'on travaille. Ouais. Donc, l'identité de marque, maintenant, ce qu'on peut voir dans le graphique aussi, c'est que ça englobe l'identité visuelle. Donc, dans l'identité de marque, on va aller vraiment plus loin. C'est vraiment l'identité, donc qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelle est son mission, la mission d'entreprise, parfois la personnalité. Donc, on va sur des choses qui sont un peu moins tangibles. Ouais. Mais on a aussi dedans, évidemment, l'identité visuelle, donc le visage, ce qu'on visualise de l'entreprise. Tout à fait. Un autre livrable qui peut être fait par des agences de communication qui sont vraiment spécialisées dans le branding, ça va être la plateforme de marque. Donc, de la même manière que la charte graphique avec l'identité visuelle, la plateforme de marque, elle vise à synthétiser l'identité de la marque. Donc, c'est pareil, un document papier qui va décrire concrètement quelles sont les missions, quelle est la vision, quelles sont les cibles. Donc, en digital, on parle de persona, c'est un peu la même chose. La promesse, les ambitions, tout ce qu'on a cité juste avant. Et le branding, donc il y a un terme du coup anglo-saxon, qui en fait désigne plutôt, c'est plus utilisé par les marketeurs, parce que ça va être vraiment des actions qui visent à développer justement l'identité de la marque. Par exemple, on va faire une campagne publicitaire, on va mettre en place des actions qui vont nourrir cette identité de marque, parce qu'en fait, c'est pas on crée son identité et puis hop, elle existe et c'est terminé. C'est quelque chose qu'on nourrit dans le temps, qui évolue, qui s'adapte au contexte, au marché, aux événements. Donc voilà, c'est plus marketing pour le coup. Donc, j'espère que c'est déjà plus clair pour vous et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires à ce niveau-là. Yes, c'est nickel. Donc, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet. On va parler des étapes clés pour réussir son projet d'identité visuelle. En tout cas, notre méthodologie qu'on applique au sein de l'agence, qui, pour nous, fonctionne plutôt pas mal. Donc, la première étape, c'est une étape qui est vraiment clé pour le projet, c'est le brief et la définition du besoin. Donc, concrètement, c'est où est-ce qu'on va, quoi. Exactement. Voilà. Donc, on a plein de clients qui viennent nous consulter et qui ont des problématiques complètement différentes. Et en fait, cette première phase, l'objectif, c'est de les connaître, en fait, de savoir à qui on s'adresse. Exactement. Quels sont les objectifs du projet. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous, en fait. Pourquoi ils sont venus nous voir. Donc, en fait, ça va vraiment être déjà des premières... donc, ça va être aussi avec notre commercial, qui va déjà avoir des premières interactions en fait, avec les clients pour directement savoir un peu... Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nous, leur objectif, voilà, quels
combien ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et voilà. Et en fait, donc pour ça, pour la définition et le périmètre du projet, en fait, on va avoir des ateliers qu'on va faire en fait au sein de Pilotine pour vraiment en fait savoir donc l'entreprise, la structure, son offre, la mission, la vision, tout en fait un package en fait d'informations dont on a besoin pour savoir en fait sur quoi se lancer, sur quel style se lancer. Voilà. Donc concrètement, ces questions, nous, même en amont d'un projet, on a travaillé sur un questionnaire qui regroupe trois volets. Le premier, vraiment sur plus, comme on le voyait tout à l'heure dans le graphique, l'identité de la marque. Si l'entreprise, elle a déjà réfléchi un petit peu en fonction de si elle est en création, si elle existe déjà depuis 30 ans ou 50 ans, elle va avoir plus ou moins d'éléments à nous fournir là-dessus qui vont nous aider à travailler le projet d'identité visuelle. Donc, on va lui poser toutes ces questions, donc quels vont être nos interlocuteurs aussi, quelle est l'histoire de l'entreprise, quelles sont ses valeurs, etc. Ensuite, on va poser aussi, bien entendu, des questions sur le projet en lui-même, donc le contexte. Est-ce que il y a un événement qui va faire qu'il y a une deadline importante à respecter pour lancer un nouveau produit, par exemple, ou l'ouverture d'un lieu. Est-ce que ça va être ça va être une refonte légère pour la modernisation, etc. Et ensuite, tout ce qui est livrable, planning et budget, c'est aussi des questions qu'on aborde en amont du projet pour connaître le périmètre. Donc, si on est sur juste le relifting d'un logo ou la création totale d'une charte graphique avec des éléments iconographiques à développer, un shooting photo à faire, des illustrations sur mesure à développer, etc. Donc, voilà, en fonction d'un projet, ça peut être plus ou moins défini par le client. C'est vrai que ces ateliers co-conception, c'est pas mal pour les clients qui ne savent pas encore où ils sont ou alors ils lancent une activité. Voilà, c'est plutôt adapté et c'est très important de passer du temps parce que ça donne des bonnes guidelines, ça permet de prendre des bonnes décisions au bon moment. Pas perdre de temps. Voilà, tout au long de son projet et même connaître en fait son entreprise et savoir où on va, ça permet de prendre des décisions qui vont au-delà de l'identité visuelle. Donc, c'est important de les formaliser en tout cas, complètement. Donc là, on a voulu montrer aussi, ce qu'on voulait rendre le webinaire le plus intéressant possible et vous montrer des cas concrets, des études de cas, donc de projets sur lesquels on a travaillé. Et en fait, surtout vis-à-vis en fait de, comme on disait, donc tout ce qui est périmètre du projet. En fait, c'est donc tous ces ateliers et le travail donc de Samy, notre super commercial, sur justement le périmètre du projet, ça va nous permettre en fait de savoir un peu les besoins. Donc, par exemple, il va y avoir plusieurs besoins, par exemple, des fois donc de tout ce qui est logo, branding, identité visuelle. Par exemple, on va avoir des cas où les clients vont venir nous voir pour en fait moderniser un logo qui est existant. Donc, en fait, par exemple, on a eu donc Film ton job ou Accent informatique, où comme vous le voyez, en fait, on n'a pas recréé complètement la chose parce qu'en fait, c'était vraiment une demande du client. Où c'est on veut garder le logo initial, mais le rendre un peu plus moderne, respecter en fait les codes visuels. Exactement. Donc, on va avoir par exemple modélisation donc, de l'existant. On va avoir donc des clients qui vont venir nous voir pour créer un univers au-delà donc d'une identité visuelle, nous demander plusieurs logos pour identifier un groupe. Comme exemple, par exemple, il va y avoir par exemple Google où ils ont Gmail. Google Slide, Google Doc, machin. Ils ont plein en fait de logos et il faut les identifier rapidement. Donc là, c'était la même chose donc, pour AET Group où Valentine a créé, tu veux peut-être… Une identité pour le groupe. En fait, le contexte du projet, c'était une société qui était en train de se restructurer, qui avait des grosses ambitions marketing, qui avait besoin de créer un univers visuel groupe parce qu'en fait, elle allait… racheter des sociétés qui avaient toutes des identités visuelles différentes et donc il fallait créer donc l'identité du groupe et créer un lien entre toutes ces entités, donc Pirox, AET Technologies et Allostack. Donc c'est des contextes totalement différents. Et ensuite il y a tout ce qui est projet de refonte.
Ouais. Refonte, c'est-à-dire que donc ils ont un logo, ils existent déjà depuis des fois quelques années, même des fois très longtemps. Ils ont eu des logos qui sont des fois très anciens. Et en fait, donc là, ils veulent un nouveau logo, donc ils veulent quelque chose de complètement différent. Donc c'est ce on va appeler donc la refonte. Parce que la différence avec donc la modernisation de l'existant, c'est qu'on réinvente un petit peu, mais on réutilise vraiment beaucoup de codes existants. Là, c'est vraiment quelque chose vraiment de totalement différent. Donc des logos, voilà. L'image. Exactement. Mais avec une marque, pas la continuité vraiment dans l'identité. Exactement. Mais avec une marque qui existe depuis longtemps, donc il y a eu des valeurs déjà bien construites. Donc on est déjà aussi bien guidé dans le brief parce que les clients, ils savent un peu déjà ce qu'ils veulent. Donc on va avoir donc par exemple le projet de Gestude auquel on va revenir un peu plus tard pour un peu plus en parler en détail. Et par exemple donc comme pour Notasax. Oui, donc là c'était pareil. Donc là la société c'est une étude notariale qui est spécialisée dans l'immobilier, le droit familial et les actes courants. Et donc là, c'était des associés. Enfin, le contexte, c'était des nouvelles personnes qui rentraient dans l'étude et qui avaient besoin de refondre l'image, avoir une image plus moderne, en raccord avec leurs valeurs, etc. Et donc là, ce qu'on a travaillé, enfin aussi pour parler du périmètre de projet, les 2 premières pistes qu'on a vues où il y avait une refonte légère, c'était dans le cadre de la refonte d'un site web. On a juste retravailler les couleurs, les typographies et le logo. Donc, c'était vraiment quelque chose de très léger. Et là, par exemple, Notasax, on a travaillé toute une charte graphique. On a développé les supports print sur lesquels ils allaient s'appuyer pour leur communication, même des pochettes qu'ils utilisent dans le quotidien pour travailler. Gestude, c'est pareil. C'était un projet vraiment de plus grande envergure où il y avait la charte graphique, le développement de support print, des illustrations sur mesure. Donc, c'est pour, voilà, en fonction des projets, on n'est pas du tout sur le même type de travail, le temps de travail, voilà, d'enjeux aussi. Et c'est ça qu'on définit vraiment dans la phase de brief, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait, quel temps on passe, c'est quoi l'objectif, etc. Il y a aussi la création pure, donc on a appelé ça comme ça, mais dans l'idée, c'est, on n'a plus de batterie, donc Estelle va nous sauver. Dans l'idée, c'est vraiment la création, la naissance d'une marque, par exemple. Donc là, le projet Rayonne, c'est une TPE qui conçoit et qui fabrique de façon artisanale des thés et des infusions de l'île de la Réunion. Donc là, on a accompagné l'entrepreneuse sur la création de son nom. Donc, on a fait un atelier de naming. On l'a accompagné sur la création du logotype et ensuite, on a développé des packaging en raccord avec cette nouvelle identité. Donc là, vraiment, l'objectif, c'était de lancer une activité, de créer une identité qui est forte, engageante et qui permette de se positionner sur un marché qui est quand même pas facile. Ouais. Beaucoup de concurrents. Voilà, beaucoup de concurrents. Dans la même un peu, comment dire, ambiance, on va dire. Lignée, ouais. Voilà, dans la même lignée, merci Estelle. Donc, il y a Tanora, qui est une TPE qui est aussi réunionnaise et qui produit et qui commercialise des huiles précieuses de Madagascar. Donc, c'était un projet qui avait des gros enjeux sur le côté sociétal et environnemental. C'est un magnifique projet. Et donc là, on les a accompagnés sur la création du logotype et du packaging. Donc, c'est ciblé sur les éléments les plus importants pour la structure pour pouvoir engager le projet, lancer le projet. C'est un petit peu le même type de projet, le sens de Thésus, de la création, du support print, du packaging, etc., du logotype. Ouais. De très beaux projets. Albarest, donc là aussi, c'était super sympa comme projet, on a adoré. On les a accompagnés. Donc là, pareil, c'était une création, en fait. Oui. C'est une société d'investissement lyonnaise qui accompagne des dirigeants. Et en fait, on devait créer donc, leur nom de marque. Donc, on a développé tout un concept autour de l'univers de la montagne, on va dire. Il fallait que ça soit vraiment en raccord avec leurs valeurs qui sont autour de l'humain, parce que c'est beaucoup
Enfin, pour eux, c'est une petite entreprise. En fait, ils sont que 5 ou 6. C'est du conseil. Ils sont vraiment dans la relation humaine. Et ce qui est vraiment génial avec ce type de projet, où c'est vraiment de la création pure, c'est que là, en fait, nous, on arrive vraiment dès le début vraiment du projet. Donc, on a aussi, même s'ils ont déjà des idées en tête de valeurs, de positionnement, nous, on arrive aussi là vraiment pour les challenger. Pour les challenger aussi, voilà, exactement. Et donc, c'est ultra stimulant. Et les ateliers, par exemple, aussi naming. Donc, ce sont vraiment aussi des super moments à partager avec nos clients. Et après, ils étaient super. Ce qui était top, c'était qu'ils étaient vraiment ouverts à l'originalité, en fait. Donc, on a pu vraiment créer un univers visuel qui se démarque. On les accompagne aussi sur un shooting photo, sur la création d'illustrations sur mesure, etc. Site internet, projet 360. Ouais. Voilà. Super complet, donc super challengeant pour les équipes design et donc super passionnant aussi. Complètement. Donc voilà, vous pouvez voir vraiment on parle d'identité visuelle pour chacun de ces projets, mais le contexte, les enjeux et les livrables n'ont absolument rien à voir. C'est ça. Donc, le périmètre de projet est vraiment clé. C'est vraiment l'étape incontournable quand on commence un projet d'identité visuelle. C'est vraiment savoir, tout simplement, dans quoi est-ce qu'on part. Voilà. Une fois qu'on a défini un petit peu ce périmètre, on va rentrer dans le concret et on va définir l'univers graphique. Donc, comment nous, on s'y prend, comment on commence, nous, déjà, quand on a un projet. Donc, une fois qu'on sait, qu'on a rencontré notre client, qu'on sait à peu près ce qu'il veut, quel est le périmètre, etc., on va aller benchmarker pour analyser et s'inspirer. Donc, c'est la phase de conseil et recherche, en fait, qu'on appelle chez Pilotine. On va déjà demander aussi à nos clients quels sont ses principaux concurrents. Et on va les passer au peigne fin. On va analyser concrètement comment ils se positionnent, comment ils communiquent, quels sont les codes visuels, les types de typographie qu'ils utilisent, leurs couleurs. On scanne tout et on va même au-delà en fait du secteur d'activité d'entreprise. On va aussi benchmarker des secteurs qui sont un peu connexes, qui ont une relation en fait et qui pourraient nous aider à avoir des nouvelles idées sur le projet. Oui, parce qu'on appelle les concurrents directs et les concurrents indirects. Voilà. On va avoir vraiment un premier benchmark de concurrents directs, donc vraiment des personnes qui font exactement la même chose qu'eux. Donc, on va analyser leur site internet, leur logo, leur manière de communiquer, etc. Et ensuite, comme l'a très bien dit Valentine, il va y avoir les concurrents indirects, donc des choses qui peuvent un peu s'apparenter, mais pas trop, et aussi donc faire exactement le même travail. Et sachant que des fois, il y a des clients qui vont avoir déjà tout ce travail de benchmark, donc ça, c'est déjà super. Mais nous, on aime bien aussi le faire aussi à notre manière, donc on va venir vraiment compléter déjà des fois leur travail. Et vraiment pour être sûr aussi En fait, après, ça nous permet vraiment d'avoir un très gros bagage pour après commencer nos recherches. Le projet, parce que effectivement, quand on crée un projet d'identité visuelle, il faut avoir des bonnes notions sur le territoire en fait visuel dans lequel va s'insérer le client. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment indispensable pour bien commencer son projet. Ensuite vient la phase des mood boards ou les planches d'inspiration qu'on adore. Qu'on adore, que les clients ont plus ou moins du mal à comprendre et à se projeter. Il y en a qui sont super sensibles à ça, d'autres qui le sont un peu moins, qui ont du mal à imaginer un petit peu. Mais dans l'idée, l'objectif des mood boards, ça sert à synthétiser visuellement une piste créative. C'est-à-dire qu'on va piocher des contenus visuels, quels qu'ils soient. Ça va être de la photo, là on peut voir il y a de la texture, ça va être des palettes de couleurs, ça va être si on travaille sur du packaging par exemple, ça va être des exemples de packaging qui ont été faits. Des palettes colorées, voilà. De la matière. En fait, c'est vraiment montrer des fois en un seul visuel. Là, donc en fait, on en a deux distinctes ici. Vous voyez, je pense que d'ailleurs, vous voyez un peu la différence entre les deux mood boards. On en a un premier où ça va être quelque chose, on voit un peu de punchy, de coloré, et un autre un peu plus cozy, cocooning, avec vraiment des teintes de marron. Donc, c'est vraiment en une image, en un plan, transporter en fait notre client dans un univers qu'on a envie de transporter. Donc vraiment les mood boards c'est très très important parce que c'est vraiment indispensable également parce que ça nous permet vraiment de directement cerner un petit peu ce que le client aime ou non.
En fait, voilà, on fait cette étude, ce benchmark, on récupère enfin, on fait beaucoup de recherches liées au visuel et on synthétise nos idées sur une planche qu'on présente au client pour lui présenter en fait un concept, une direction artistique que pourrait prendre son projet. Exactement. Donc en général, on en présente 3. Donc je vois qu'il y a une question. Oui, il y a une petite question. Combien de temps le travail de benchmark vous prend? Donc nous, le benchmark, en fait, nous, on a vraiment ce module conseil et recherche. On va avoir le benchmark, le mood board et la création de propositions de 3 pistes graphiques en général, 2 à 3 pistes graphiques. Ça nous prend 2 jours de travail. On inclut aussi dedans la prise de brief, tout ce qui est comment on va... cadrage de projet, voilà, comment voilà, c'est vraiment le début du projet, ça va vraiment durer 2 jours. Et en fait, on le met en fait ensemble parce que quand on va forcément faire le benchmark, donc l'étude de la concurrence, c'est vrai qu'on dit toujours des termes anglais, hein, mais oui, benchmark, c'est étude de la concurrence en gros. C'est le benchmark, on va forcément des fois utiliser des choses pour notre mood board des fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui se complète. Oui, 2 jours de temps à peu près. Et à l'issue en fait de la proposition à l'issue de la création de ces mood boards, on peut même parfois aller un petit peu au-delà et commencer à proposer des crayonnés. Enfin, par exemple, si c'est un projet de logotype, on commence toujours par le logotype quand on fait une création, une refonte d'identité visuelle. Et on va parfois même proposer carrément des crayonnés du logotype, des pistes en fait, qui vont permettre justement à un client qui est pas forcément à l'aise avec le mood board de se projeter sur la piste qu'on va lui projeter, enfin présenter en tout cas. Proposer, oui, tout à fait. Voilà. Et très bien, merci. Bah de rien, Salima. Avec plaisir. Donc, on vous a promis qu'on voulait proposer un webinaire hyper intéressant pour tout le monde. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens? C'est aussi les outils avec lesquels on travaille. C'est ça. Donc, on vous présente ici tout un tas de ressources qu'on utilise pour créer nos mood boards, principalement ici. Oui. En fait, on va utiliser plusieurs outils. Il y en a plein. On nous a fait une petite liste exhaustive parce que c'est vraiment les outils qu'on va vraiment utiliser tous les jours. Donc, on va avoir Behance, Dribbble, Pinterest, Awards. Awards, ça va être très ciblé plus site internet digital. Et aussi donc une extension Chrome qui est super et qu'on vous recommande. Donc, c'est Musli et Raindrop. Donc, Musli, c'est le petit logo rose et Raindrop, le logo bleu. Musli, c'est une extension Chrome qui, en fait, c'est un navigateur de recherche, mais qui est tourné dans tout ce qui est design et création. Donc, en fait, tous les jours, ils vont nous mettre en avant, en fait, des choses… des articles d'actualité qui sont sortis sur des thématiques créatives. Voilà. Et je crois qu'il y a, en fait, Musli, il y a aussi, on peut choisir au début, quand on installe l'application, si on s'intéresse au design, à la création, si on s'intéresse au business. Oui. Et en fait, il remonte des feeds d'actu qui sont en relation avec une thématique qui nous intéresse. Exactement. Donc, c'est trop bien, ça fait un peu notre veille à notre place. Oui, ça. Et Raindrop, pour le coup, c'est aussi une extension, extension Chrome, qui est hyper pratique parce qu'en fait, donc c'est top de faire plein de veilles, de regarder plein de sites et tout ça, d'avoir plein d'éléments, de cultiver son regard, son œil, comme on dit toujours dans le design. Mais ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir, quand on a un projet, se référer rapidement à des… de savoir où le stocker. Voilà. En fait, on va faire énormément de veilles, des fois pour nos mood boards, etc. On va avoir plein de choses qu'on a peut-être vues il y a 2 semaines, mais impossible des fois de se rappeler où on l'a vu. Le nom du site, la page Behance, étude de cas, voilà. Et en fait, Raindrop, c'est super. Ça nous permet de stocker toute notre veille qu'on trouve sur Internet. C'est un gestionnaire de favoris avancé. Exactement. C'est un peu comme un favori, mais vraiment ciblé. Avec des systèmes de tags, par exemple, si on peut le montrer. Raindrop. Ouais. Donc, nous, on a un Raindrop qui est commun pour toute la team piloting, c'est-à-dire qu'on fait de la veille collective, parce qu'on se dit que à plusieurs, on est encore plus… Exactement. Puissant en tout cas dans la veille, et en fait on classe sur les onglets de gauche, on va classer nos favoris, et ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'on va mettre
des tags qu'on crée. En fait, c'est vraiment nous qui avons choisi ça permet de catégoriser en fait ce pourquoi est-ce qu'on a aimé des fois certaines réalisations. Voilà. Donc, si par exemple, je suis sur un projet et j'ai envie de chercher tout ce qui a le tag illustration, et ben on va avoir toutes ces références qui potentiellement à un moment ou à un autre, soit Estelle, soit Jérôme, soit Loïc, soit moi, on s'est dit bah tiens, cette référence-là, ce site, cette identité, etc., ou cet illustrateur, il mérite qu'on le conserve dans notre petite mémoire pour pouvoir s'en inspirer pour un projet futur. Donc, Raindrop, super outil, on vous le conseille vraiment pour tout ce qui est veille graphique et vraiment, oui, donc tout simplement stocker un peu tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a aimé en fait dans nos recherches. Donc, il y a aussi Musli. Et après, donc voilà, comme on vous disait, donc pour tout ce qui est moodboard et benchmark, on va utiliser donc sinon principalement Behance, Dribbble, Pinterest et Awards. Et en fait, là aussi, c'est ce qu'on se disait, ce qui pouvait être intéressant, c'est un peu vous montrer Behance et un peu entre guillemets, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire nos recherches, en fait, des fois de moodboard. Parce qu'en fait, souvent, nous, je me rappelle, oui, on avait des fois des clients qui, des fois, avaient du mal à utiliser ce genre d'outils. Parce qu'en fait, il faut avoir le bon réflexe de chercher les bons mots-clés. Il y a aussi des systèmes de filtres qui peuvent directement nous aider à trouver un peu ce qu'on recherche. Donc, par exemple, si on a il suffit qu'on ait, par exemple, un client qui fait, par exemple, je sais pas, du café ou du thé ou des choses comme ça. Moi, avec Valentine, on a un peu, c'est sympa parce qu'on a deux manières un peu différentes des fois de faire nos moodboards. Donc, c'est ça aussi qui est super quand on travaille en équipe. Moi, par exemple, je conseille un peu sur ce type de site internet qui est en soi international et très réputé dans le milieu du design, de faire les recherches en anglais. Parce qu'en fait, vu que c'est international, on aura beaucoup plus de résultats en anglais qu'en français. Mais donc, moi, je écris toujours en anglais. Donc, par exemple, on va avoir du thé. Moi, j'ai toujours tout de suite, en fait, directement aller rechercher donc tea, packaging, par exemple, ou en fait, directement tea branding. Et en fait, on va directement avoir plein donc de propositions donc de super designers dans le monde qui ont déjà fait en fait voilà des packaging de thé. Donc juste pour préciser, Behance, ça va être vraiment beaucoup, enfin ce qui est publié sur la plateforme Behance, ça va être des réalisations qui ont été faites par des graphistes, des designers, des illustrateurs. Donc c'est vraiment des créatifs qui publient des sortes d'études de cas. C'est souvent utilisé pour en tant que portfolio. Portfolio, oui, tout à fait. Donc, ouais. Et donc, il va y avoir des études de cas qui sont des études de cas fictives. Oui. Donc, vraiment, on se lâche et on invente quelque chose. Et il va y avoir des études de cas qui sont concrètes. Exactement. Et en fait, ici, on va avoir un système de filtre qui est vraiment super. Si, par exemple, en fait, j'ai déjà cherché donc tea branding, je sais déjà que je veux quelque chose d'un peu, enfin voilà, quelque chose de coloré. Ben, je peux déjà pré-filtrer pour avoir des références vraiment très précises. Donc voilà, en fait, je vais mettre du rose, et ben, ça va me sortir que des choses avec un peu cette couleur. On peut aussi choisir par outils, des outils utilisés en design, et on a aussi donc tout ce qui est champ créatif. Donc quelque chose plus dans le digital, le branding, les illustrations, voilà. Donc, c'est vraiment un super outil pour faire de la veille parce que c'est très, très global. On peut avoir du branding, mais on peut aussi avoir du digital, de la photo, de l'illustration. C'est un outil extrêmement utilisé dans notre milieu. Donc, il y a vraiment plein de personnes talentueuses. Et donc, voilà, pour tout ce qui est inspiration, c'est vraiment génial. Et Dribbble. Oui, et Dribbble. Là. C'est aussi très bien conçu, je trouve. On peut donc là, pareil, c'est de la même façon que Behance, ça va être des réalisations de créatifs. Donc on a les principales thématiques. Pareil, ça va être du fictif ou du réel. La seule différence, c'est qu'en général, c'est des formats qui sont un peu plus courts. C'est plus du one-shot. Oui. Donc ça va être une image ou une interface. Alors que dans Behance, on a vraiment le contexte du projet, les enjeux, c'est beaucoup plus détaillé. Dribbble, ça va être visuel. Ouais, un peu de la même façon que Pinterest, où c'est que de l'image. Oui. Mais Pinterest, donc là, c'est plutôt, c'est pas des personnes qui publient forcément leur contenu. Il y a des personnes qui publient leur contenu sur Pinterest, mais ça va être aussi des gens qui vont repérer des images sur
sur le web en général, et qui vont les répertorier et faire des collections avec des thématiques. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais tout ça, c'est super intéressant. Et si vous êtes DA ou designer et vous avez une autre façon de faire votre veille, ben on est assez curieux et intéressé de prendre... En commentaire, vous pouvez aussi nous partager un peu si vous avez d'autres outils intéressants auxquels vous vous servez. Voilà, en tout cas, nous, c'est ça qu'on utilise principalement. Donc, on a vu le brief, on a vu la phase de conseil et recherche, et maintenant, on a la phase, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on a présenté à notre client un mood board, des pistes graphiques, et déjà, il sait nous dire, ah bah ouais, c'est ça, ça me représente bien, je veux creuser cette piste-là, elle m'intéresse et elle a du potentiel. Et donc là, on va plus loin dans la concrétisation du projet d'identité visuelle. Donc, on donne vie à un concept. Le concept, c'est la planche, le mood board, etc. Donc là, on va travailler vraiment sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, on commence par le plus petit élément de l'identité visuelle, comme on l'a vu dans le super schéma de l'introduction. On part toujours du logotype. On travaille plein de pistes. Donc là, on peut voir à droite une planche justement pour le projet esthétique qui a été travaillé par Jérôme. Oui. Ensuite, on creuse cette piste, on cherche des déclinaisons, donc comment le logo il peut se comporter en vertical, en horizontal, en version miniature, dans un tout petit onglet, sur un tout petit support, sur un très grand support, etc. On réfléchit au cas max pour que justement, derrière, on puisse l'exploiter de la meilleure des manières. On va ensuite associer à ce logo une palette colorée. Voilà, les codes couleurs, on va creuser ça un petit peu plus plus tard. Ouais. On va choisir les typographies et on va définir toute l'iconographie. Donc, toujours pour rendre les choses un peu plus attractives, on s'est dit, tiens, si on leur montrait vraiment un petit time-lapse pour leur montrer comment on a pu faire, par exemple, quelques projets d'identité visuelle. Donc là, on va montrer une petite vidéo que je vais essayer de commenter en live. Ouais. Tac. Je vais mettre mon écran. Voilà. Hop. Donc là, par exemple, c'est pour le projet Albarest. C'est pour vous montrer un petit peu tout le travail qu'il y a derrière quand on fait un logo. Voilà. Donc là, on peut voir que chaque designer a sa façon de faire. Donc là, par exemple, c'est un travail où on fait du crayonné parce qu'en fait, l'objectif, c'était d'amener de l'humain dans l'identité visuelle. Donc, on a beaucoup travaillé sur le manuscrit, quelque chose d'assez dynamique, du fait main. Du fait main, pour être en cohérence justement avec le positionnement de la société. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on va vraiment... en fait, c'est pas seulement trouver une typographie et directement l'utiliser. Nous, souvent, en fait, on va vraiment partir d'une base et qu'on va forcément après modifier derrière pour rajouter finalement notre patte et surtout essayer d'aller au mieux vers le positionnement du client et le brief dont on vous a parlé initialement. Comme le disait en fait Valentine très bien, c'est qu'on a nos manières différentes de travailler. Valentine, elle va être directement très papier, où elle va directement faire beaucoup de schémas, elle va dessiner quelque chose de très instinctif. Et en fait, moi, je vais avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, carré. J'aime, moi, aller directement travailler sur les logiciels de type donc Illustrator qui est vraiment recommandé, bien sûr, pour la création de logos. Parce qu'en fait, moi, le crayonné, c'est vite un peu le souk sur mon papier, etc. Moi, j'aime bien aller sur quelque chose de directement assez propre. Et donc, voilà, là, on l'a très bien vu avec les exemples. C'est qu'on a eu beaucoup d'exemples donc, de crayonnés. Ouais, c'était plutôt ma méthodologie de travail. La méthodologie de Valentine. Donc, partir sur du crayonné. Et puis, c'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas une façon de créer un logotype. C'est chaque designer va être plus ou moins à l'aise avec une façon de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point commun, c'est qu'on fait énormément de recherches. Oui. On va tester plein de choses.
Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, il y a plein d'ajustements à faire. Par exemple, quand on fait un dessin de typographie, il y a plein, comme on l'a vu, il faut équilibrer la typographie pour qu'elle soit très lisible, travailler vraiment sur les empattements pour donner de la personnalité à une typographie, à un logo. Donc, il y a plein de choses à travailler. Et ce qu'on recommande aussi, c'est commencer toujours à travailler son logo en noir et blanc. Parce que la couleur, ça peut tout de suite, la couleur, ça a un fort impact émotionnel. Oui. Et du coup, travailler en noir et blanc, ça permet de mettre ça de côté et de l'intégrer un peu plus tard dans le projet, parce que le logo en soi, la forme du logo, doit déjà provoquer ces émotions et définir un petit peu le mood dans lequel on veut embarquer notre client. Donc, on itère énormément. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oui, alors un truc qui pourrait être important aussi, c'est nous, ce qu'on fait aussi en interne, donc autre petit tip, c'est de présenter en fait ces pistes graphiques à d'autres personnes. Donc, nous, en l'occurrence, on présente en général aux designers parce qu'ils vont avoir plus l'œil souci du détail, quoi. C'est bien de tester, de faire tester un peu parce que son produit. C'est vrai que quand on va vraiment travailler des fois très longtemps sur plein de pistes différentes, on est parti vraiment un peu dans tous les sens. On a vraiment la tête dans le guidon. Et c'est vrai qu'avoir toujours un avis extérieur assez rapidement, c'est vraiment nécessaire. Et c'est vrai que nous, on se partage vraiment tout, tous les quatre, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais donc on est une équipe de 4 designers. Mais même des fois aussi, on le partage vraiment à toute l'équipe. C'est vraiment très, très intéressant parce que des fois, on va tellement faire quelque chose, on va pas voir quelque chose dans le logo et quelqu'un va nous dire ah bah là je vois ça et on va dire ah bah non en fait ça va pas et voilà, donc toujours montrer, avoir des avis extérieurs avant de montrer au client, c'est primordial. Et prendre le temps de dormir dessus aussi en général. Oui, c'est ça, exactement. Des fois, on a fait quelque chose le jour et le lendemain, on revient travailler puis on se dit ah mais non, ça fonctionne pas. Ça arrive souvent d'ailleurs. Voilà, ça arrive souvent. Donc c'est bien aussi de découper. C'est bien de se donner un peu de temps sur le projet. Je pense qu'on ne peut pas travailler une identité en 30 minutes. Il faut avoir un temps aussi pour rentrer dans le projet, pour faire des l'ambiance, etc. Voilà. Mais je ne recommanderais pas de travailler une journée entière non-stop sur le... En tout cas, pour nous. Encore une fois, pour nous, c'est comme ça qu'on fait et c'est ce qu'on recommande. Mais après, il y a des personnes, je pense, qui sont super à l'aise avec cette façon de travailler. Oui, aussi. Ça dépend bien sûr de chacun. Donc ensuite, la création de logotypes. Quand on a vraiment fait des propositions de logo et qu'on en a surtout trouvé un, donc qui convient au client, on va ensuite après décliner. Et donc ça va ce qui est... Donc tout ce qu'on va montrer comme étape, donc c'est ce qui va en fait représenter l'identité visuelle. Donc, on va avoir après la sélection d'une gamme de couleurs. Donc, ici, on a la palette colorée pour, je crois, c'était Gestetude ou Albarest. Et après, donc là, il y a par exemple la palette colorée de Pilotine. Donc, la gestion de la couleur est vraiment très, très importante. Ouais. C'est souvent lié au secteur d'activité. Oui. On va s'y référer. On va aussi prendre en compte pour choisir la palette, la cible. Est-ce que c'est une cible jeune? Est-ce que c'est une cible qui est à la recherche de sérieux? Parce qu'en fait, toutes les couleurs, il y a toute une symbolique autour des couleurs. Il y a beaucoup de bouquins émotionnels qui parlent de ça. Et c'est un élément qui va avoir beaucoup d'impact sur l'image d'une société. Les couleurs, donc il y a les couleurs à proprement parler, mais il y a aussi la façon dont on les utilise, parce qu'on peut choisir par exemple la couleur rouge, mais si elle est utilisée de façon très en parcimonie. Oui, en parcimonie sur de tout petits éléments, ça va pas du tout avoir le même impact que des gros aplats rouges. Donc on pense aussi à ça, la proportion que vont occuper les couleurs sur une identité. Par exemple là, pour l'identité de Pilotine, notre couleur principale, en fait, on crée une hiérarchie dans notre système de couleurs. Le bleu, par exemple, ça va être vraiment la couleur principale de Pilotine, mais on l'associe à d'autres couleurs qui vont apporter quelque chose en plus à l'identité, le côté un peu peps, pétillant, l'univers avec la marine, le côté dynamique, le côté jeune. Voilà. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte dans l'identité. Ce n'est pas juste des codes hexadécimales, RGB et CMJN.
c'est aussi un tout, une globalité. Voilà. Faut le penser global. Et il y a plein de choses intéressantes autour des couleurs à creuser, comment on va les choisir, etc. Et il y a un super outil qu'on voulait vous partager qui est Adobe Color, parce que pour nous, enfin en tout cas pour moi, mais je pense pour toi aussi, en fait il y a énormément d'outils qui permettent de travailler les couleurs. Il y a Adobe Color, Material Design, Color, Shade Generator. On vous laissera cliquer sur les liens pour découvrir un peu à quoi ils servent, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, je pense, dans le webinaire. Mais celui qui nous paraît le plus pertinent, c'est Adobe Color. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir justement cette petite roue chromatique qui permet de composer des palettes colorées assez harmonieuses. Donc, par exemple, on peut décider de travailler une palette colorée monochrome. Donc là, il va nous présenter directement des camailleux ou on peut travailler sur des triades, des complémentaires pour travailler un peu plus le contraste. Donc, pour les personnes qui découvrent un peu la théorie des couleurs, etc., c'est quelque chose qui est super visuel. Didactique. C'est très didactique. C'est vraiment un outil qui est très, très bien fait. Et ensuite, surtout, quelque chose dont on n'a pas parlé juste avant, vis-à-vis de la couleur, ce qui est ultra important quand on va choisir donc, une palette colorimétrique, ça va être de penser aussi tout ce qui est accessibilité. Parce qu'en fait, on va penser donc, à des couleurs, mais ça se trouve, on va se dire, je veux du rouge et je veux du blanc. C'est-à-dire qu'en fait, écrire sur du rouge, écrire en rouge sur du blanc, de loin, peut-être que ça ne va pas beaucoup se voir. En fait, donc, de l'accessibilité, c'est un terme donc, qu'on emploie pour être sûr donc, que tout ce qu'on va créer va être accessible à tous en termes de lecture, de contraste, de rendu. Voilà, on va aussi utiliser beaucoup ce terme dans le digital. Et donc, c'est très important donc, quand on va faire des choix de couleurs, de s'assurer de la lisibilité. Et d'être sûr aussi qu'il ne va pas trop avoir de saturation, trop quelque chose de trop flashy. Et également, très important, quand on choisit aussi cette palette, c'est de penser imprimé et digital. Parce que donc, le CMJN et le RGB, donc, pour ceux peut-être qui ne savent pas, donc le RGB, donc Red, Green, Blue, c'est donc pour le digital. Et le CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir, c'est pour donc, tout ce qui est imprimé. Et forcément, il ne va pas y avoir le même rendu colorimétrique. Donc, c'est bien de toujours, quand on choisit cette palette, de s'assurer un peu donc, des deux rendus de couleurs. Donc, c'est pour ça que des tests imprimés, c'est très important. Quand on va faire des aplats de couleurs, des logos, de toujours imprimer pour voir ce que ça donne. Et donc, voilà, Adobe donc Color a un outil qui nous permet de nous assurer en fait, des contrastes de couleurs. Donc, ça, c'est vraiment génial. On vous le recommande. On met en fait les deux couleurs ensemble et ça nous permet en fait de savoir et en fait voilà, il y a par exemple échec. On définit la couleur de texte, on définit la couleur d'arrière-plan et en fait il y a un rapport de contraste avec un ratio qui est défini par W3C, donc c'est une norme d'accessibilité qui a été faite. C'est principalement pour le digital en fait que ça a été fait, mais en fait non, c'est pour vraiment l'accessibilité en large et pour vous montrer en fait la différence. Si on passe par exemple donc sur du noir, on est sur du 21/1. Donc là, c'est vraiment le maximum en termes de contraste. Et ce qui est génial, voilà, en fait, ils nous disent aussi en termes donc, de taille, parce que c'est sûr que si on a une typographie qui est vraiment petite en rouge, eh ben, ça va être beaucoup moins lisible que si elle va être un peu plus grande. Donc voilà, un outil qu'on on vous recommande grandement pour tout ce qui est choix colorimétrique. Et évidemment, le mood board et le benchmark qu'on aura fait aussi préalablement va nous aider et aussi va nous guider sur un peu les choix de couleurs. Donc encore une fois, tout se complète. Je pense qu'on va vous laisser découvrir ensuite les autres outils qu'on propose, mais celui-là, il marche quand même plutôt pas mal. Tout à fait. Ensuite, un autre composant d'identité visuelle, ça va être la typographie. Donc, la typographie, elle est souvent sous-estimée par beaucoup de gens. Et pourtant, ça va avoir vraiment un impact. Beaucoup d'impact sur l'identité d'une marque. Ça va véhiculer l'émotion tout de suite. Comme un logotype, en fait, on va déjà se projeter sur ce que propose la marque, quel est son positionnement, etc.
Donc, c'est très important de les choisir avec une grosse réflexion derrière. Oui. C'est pas prendre ça au sérieux. Je vais prendre la typo comme ça, celle-ci elle est jolie et ça marche bien. Il y a plusieurs critères aussi qui sont importants à prendre en compte pour sélectionner une bonne typographie. Ça va être bien entendu sa lisibilité, parce qu'il y a des typographies qui sont plus ou moins simples à lire pour le public. Oui. Et pensez toujours à sa cible, voilà. Quand on choisit une typographie, est-ce que ça va matcher pour elle ou pas? Ensuite, il y a aussi le nombre de styles disponibles dans la famille typographique. Donc, par exemple, une typographie, elle peut avoir différentes variantes. La régular, l'italique, la médium italique, la bold. Et donc, plus une typographie qu'on choisit va être riche en style, plus ça va être facile, en fait, de créer de la hiérarchie rien qu'avec le texte. Et ça, c'est hyper pratique quand on veut créer des supports de communication. Oui. Parce que ça donne beaucoup de richesse à l'identité. Faut aussi toujours vérifier les caractères spéciaux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui créent des typographies et qui vont pas un peu jusqu'au bout du projet, qui vont créer les caractères, les chiffres, etc. Parfois, il n'y a même pas les chiffres. Il n'y a pas tous les caractères spéciaux. Donc, par exemple, les points d'exclamation, les CCD, les A, etc. Les esperluettes, les accents un peu spéciaux. Et on se retrouve avec des espèces d'accents bizarres. Enfin, la typographie, en gros, elle ne marche pas, elle n'est pas exploitable. Donc, c'est super, on a trouvé une trop belle typographie, mais en fait, on ne peut pas l'exploiter parce qu'on ne peut pas juste écrire avec. Donc ça, super important de vérifier si ces caractères ont bien été développés. Un critère de choix, ça peut être aussi le prix, parce qu'il y a des typographies qui sont gratuites et qui sont payantes. Oui. Donc, on va vous partager un petit peu aussi des outils juste après pour trouver des typographies gratuites ou payantes. Ça. Faut toujours faire aussi attention, voilà, donc vis-à-vis des typographies gratuites. En fait, l'exemple que donne Valentine, c'est souvent en fait quand on va sur des sites un peu de typographie. Alors nous, ça c'est c'est un site, voilà, ça s'appelle, non, c'est Dafont. Oui, voilà, le site Dafont, par exemple. Nous, bien sûr, c'est un no-go, on n'y va jamais. Parce qu'en fait, ça, c'est un peu des typographies qui viennent un peu de partout, qui ont été en fait créées par des personnes comme nous. C'est pas du tout des typographes. Et en fait, ils les mettent en fait sur ce site internet, sauf que donc il n'y a pas tout ce qui est caractères spéciaux. Enfin, il n'y a pas des fois plusieurs styles typographiques. Donc, il faut faire attention un peu à ces sites-là. Donc, c'est pas que nous après on vous a fait une liste de sites typographiques gratuits, mais qui sont vraiment de qualité. Tout à fait. Bon, c'est pas que Dafont, c'est pas bien, hein, c'est hyper créatif, mais c'est juste, nous, les critères qu'on vous a cités avant, pour nous, Dafont, pas toutes les typographies qui sont sur ce site correspondent à ces critères. Il faut être vigilant. Voilà. Il va y avoir des typographies qui vont être bien, et puis il va y en avoir d'autres qui vont se cacher, qui vont peut-être ne pas avoir vraiment tous les critères dont nous, on a besoin. Et surtout aussi sur Dafont et sur d'autres sites de typographie, il faut vraiment faire attention. Des fois, il va y avoir écrit usage personnel et usage commercial. Donc ça, c'est très important de faire attention parce que ça va être écrit en gros typographie gratuite. On va pouvoir la télécharger gratuitement, sauf qu'en fait, en tout petit, il va y avoir écrit gratuit pour usage personnel, donc, et non pour usage commercial. Donc, ça aussi, faire très, très attention. Et voilà, donc on a donc fait une liste de nos propres ressources. Donc, il va y avoir du Google Font, Adobe Font. Donc, ça, c'est que la typographie gratuite avec aussi Fontshare. Adobe Font, il faut quand même avoir un abonnement Adobe. Voilà, mais Google Font et Fontshare, c'est un catalogue énorme de typographies gratuites et qui sont vraiment de qualité. Ce screen-là que je vous ai mis sur cette slide-là, ça vient donc de Fontshare. Énormément de variétés différentes avec donc tout ce qui est caractères spéciaux, beaucoup de graisses différentes de typographie, donc vraiment de qualité. Et MyFont au milieu, donc ça c'est un super site et donc ça va mélanger typographie gratuite et typographie payante. Mais donc là, on va d'ailleurs trouver la typographie de Pilotine dessus. Voilà, typographie Pilotine, la TT Commons. Et il y a Font. Après, il y a des outils qui ne proposent pas des typographies, mais qui permettent de retrouver une typographie qui a été utilisée par ailleurs. Donc, c'est Font Ninja. Donc, pareil, c'est une extension qu'on installe sur son navigateur. Qui est super. Et qui permet de scanner une page et de dire, là, c'est telle typographie qui a été utilisée en telle graisse, telle taille, etc.
Donc, c'est pratique pour nous parce que parfois, on a des projets, par exemple, de refonte de site et nos clients ne savent pas c'est quoi leur typo. Donc, du coup, ça nous permet de retrouver un peu les références et de reconstituer un petit peu la charte du client. Il y a aussi, dans le même style, il y a What the Font. Ça marche pas de la même manière. Si on va prendre un screenshot d'une image et en fait, il va reconnaître les caractères qui sont utilisés et proposer, en fait, suggérer des fonts qui se rapprochent le plus, en tout cas, de ce qu'il a identifié dans l'image. Et bien entendu, il y a aussi toutes les fonderies. Donc là, c'est vraiment des typographes qui créent leur métier, c'est de dessiner des caractères. Et donc là, on va avoir des super belles typographies. C'est des typographies qui sont hyper originales. Qui sont vraiment, mais qui vont vraiment être de qualité, ou vraiment, en fait, la différence entre des typographies gratuites, on va dire, et des typographies vraiment faites par des fonderies, des typographes, c'est vraiment le travail justement sur les caractères spéciaux ou ce qu'on va appeler les ligatures. Donc, les ligatures, c'est quand deux lettres vont, en fait, par exemple, on va avoir deux F à la suite d'un mot. Et bien, en fait, il va y avoir un travail entre les deux F qui se rejoignent. Voilà, des liaisons. Les ligatures sont les liaisons entre les lettres, tout à fait, et qui vont être faites vraiment de manière un peu plus originale. Donc, ça va vraiment être des typographies un peu plus de qualité, mais donc forcément, c'est payant. Donc, souvent, ça fonctionne en package. On peut acheter toutes les graisses de typographie en même temps, ou on peut en choisir qu'une seule graisse, donc forcément parce que peut-être on va avoir des clients qui en ont besoin qu'une ou qui ont un budget limité. Et ensuite, il va y avoir aussi, suivant les licences, donc il va y avoir licence digitale, licence print. Donc ça aussi, bien faire attention quand on achète une typographie, c'est donc tout ce qui est licence et package. Parce que des fois, on va acheter pour le digital, sauf qu'en fait, ça ne va pas fonctionner pour le print. Donc aussi faire un peu attention à ce qu'on achète et c'est important aussi de respecter aussi le travail des personnes Exactement. Qui produisent ça parce que c'est un gros travail de produire de la typographie et voilà, nous on essaye toujours d'en proposer à nos clients parce que ça permet aussi de se démarquer énormément et vous verrez que la plupart des grandes marques utilisent leur propre typographie parce que justement tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des typographies et ça permet de se démarquer. Ensuite, dans l'achat, donc on a vu donc, le logotype, les déclinaisons du logotype, les couleurs et les typographies, vient s'ajouter tous les éléments visuels qui vont participer à l'identité visuelle de la marque. Donc, on va retrouver dedans tout ce qui est iconographie. Donc là, on vous a montré deux styles d'iconographie, deux styles de sets d'icônes qui sont utilisés principalement sur le site internet, mais qui peuvent aussi être utilisés sur des supports print, qui vont aider en fait à comprendre ce que propose la société. Ça va être beaucoup utilisé pour présenter une offre, des services, présenter des éléments de réassurance auprès de la clientèle. Donc c'est hyper visuel et ça permet de communiquer de façon plus directe une idée. Donc ça, on pense dans l'identité visuelle, ça va ensemble. Ça, c'est vraiment, en fait, encore un package avec, on retrouve aussi donc du coup les couleurs qu'on leur proposait dans la palette graphique, les valeurs, le positionnement. Par exemple, juste avant, on avait donc Albarès Partner. Donc Albarès, vous vous rappelez, donc c'était le logo un peu manuscrit. Donc forcément, on leur a proposé un set donc de pictos, donc sur mesure, avec vraiment un effet un peu donc de dessin crayonné qui va avec le positionnement qu'ils souhaitaient. Et par exemple, là pour Praxis, on avait quelque chose de beaucoup plus droit, beaucoup plus sobre et linéal pour en fait plus refléter le côté étude, cabinet, quelque chose d'un peu plus carré. Là, on a les iconographies, les icônes, un set d'icônes qui a été développé donc, pour Pilotine, toujours sur l'univers marin avec la palette colorée, le côté un peu convivial, la coopération, le partage. Des illustrations, pareil, sur mesure, qui ont été développées pour alimenter le site internet, les présentations PowerPoint, même des supports print. Donc, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'enrichir l'identité visuelle d'une marque, les illustrations. Il y a aussi les photos qui peuvent être hyper importantes aussi pour
Dans une Pour faire identité passer des visuelle, émotions, oui, ouais. tout à fait. Identité visuelle, souvent, et dans la charte graphique, on va avoir vraiment aussi donc, le travail de photo. Parce qu'on va avoir totalement quelque chose de différent, un rapport différent entre des images, par exemple, en noir et blanc et des images ultra colorées. La posture aussi des personnes. Est-ce qu'on veut qu'elles sourissent? Est-ce qu'on veut qu'elles soient sérieuses? Voilà, ça va totalement aussi jouer sur le positionnement en fait, de la marque. Et la perception que les gens vont avoir de votre entreprise, de votre structure. Donc là, c'est des exemples de shooting qui ont été justement réalisés par Alvarez. Ça permet, au-delà de l'image, ça permet aussi aux gens de comprendre en fait ce que vous faites concrètement. Donc là, c'est, on est, par exemple, là, la photo en bas à droite, on montre nos outils de travail, quelqu'un qui est en train de, pour le coup c'est moi, en train de dessiner sur une tablette graphique. Ça permet tout de suite aux personnes avec qui on pourrait collaborer de comprendre voilà, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on travaille, qui on est, et d'en savoir un peu plus sur nous et de mettre une image sur qui on est. Voilà. On va passer après rapidement donc, sur les ressources donc, des photos. Ouais. On a énormément donc, de sites internet, donc de ressources photos gratuites ou payantes. On va, nous, par exemple, utiliser Pexels, on va utiliser Unsplash pour tout ce qui est photo, des fois très… c'est des banques d'images. C'est des banques d'images gratuites. Ouais. On va avoir aussi, donc pour tout ce qui est icônes, pour en fait nous servir un peu de base de travail, il y a Flaticone, il y a FreePic. Et tout ce qui est un peu donc plus payante, forcément, il va y avoir par exemple Shutterstock qui vont fonctionner donc en pack d'images, voilà, donc ça c'est vraiment payant. Et Adobe Stock, donc pour Adobe Stock comme pour Adobe Fonts, il nous faut en fait l'abonnement Adobe pour pouvoir s'en servir. Ou alors même on peut peut-être s'en servir, mais donc il faut payer il y a après un les abonnement images supplémentaire voilà. pour pouvoir acheter régulièrement des images. Donc l'image c'est comme la typographie, c'est des créatifs des photographes, des designers qui produisent ces éléments visuels. Donc, il y en a qui sont gratuits. Ça, c'est assez fou, moi, je trouve. Et il y en a d'autres qui sont payants. Il faut faire super attention quand on utilise ces plateformes parce que il y en a qu'on va retrouver un petit peu partout. Et en fait, l'objectif, normalement, d'une identité visuelle, c'est de se démarquer, d'être unique, d'avoir sa propre identité. Et le côté un peu obscur d'utiliser ces plateformes, certes, c'est accessible et ça permet de créer quelque chose, en tout cas, mais le risque, c'est de tomber dans le commun. Oui, et le risque, en fait, avec Pexels et Unsplash, vu que c'est des banques d'images gratuites, on peut des fois retrouver des images utilisées des fois sur des sites, on va les retrouver autre part. Donc, c'est sûr que nous, on va toujours préconiser nos clients, c'est ce qu'on vous montrait juste avant, de faire des shootings photos vraiment personnalisés pour avoir les vraies personnes. On va vraiment nous insister. En plus, on a un super photographe, nous, à l'agence, donc Karianne, photographe et vidéaste. Donc, nous, quand on crée une identité visuelle et charte graphique, on aime en fait prendre nos propres photos qu'on propose à nos clients pour, encore une fois, avoir une identité visuelle les plus unique et plus unique possible. Qui est vraiment pensée pour le client. Et on ne va pas s'adapter à des contenus qu'on va trouver sur des banques d'images. On va vraiment penser les contenus pour le client par rapport à ce qu'il souhaite véhiculer comme image. Voilà. Donc, voilà, notre préconisation, c'est vraiment le sur-mesure. Mais n'empêche que parfois, ça peut toujours être pratique d'avoir ces outils sous la main. Pour résumer. Voilà, pour résumer cette partie d'identité visuelle. Super conséquente. On est déjà à 1 heure de webinaire, je pense. Donc, on va essayer d'être un peu plus synthétique. Oui. Donc, il ne faut pas oublier ces objectifs de communication. Quand on choisit, on travaille sur une identité, on ne design pas pour nous, on design pour une cible qu'on a définie, on a des objectifs, etc. Il faut toujours garder ça en tête. Donc, c'est pour ça que c'est important de le formaliser en amont du projet. Oui. Il faut prendre du recul, ce qu'on disait tout à l'heure. Toujours montrer, faire des pauses, respirer un bon coup de temps en temps quand on a fait un peu trop, on a le cerveau un peu qui va exploser, le montrer aux autres, partager. Pas aussi prendre tout au pied de la lettre, c'est-à-dire que parfois on va avoir quelqu'un qui va avoir une réaction super… Enfin, on est tous différents et donc du coup, il faut aussi prendre du recul sur ce que les gens nous font comme retour. Comme retour, ouais. Et faut penser aussi aux déclinaisons. Donc, une charte, elle peut avoir plus ou moins de potentiel. Faut penser à où est-ce qu'elle va vivre, comment elle va vivre, sur quel support, etc. Donc, penser un petit peu à… Comment elle va être utilisée, en fait. Exactement.
Si vous voulez en savoir plus, donc on a fait un super livre blanc sur l'illustration, motion et icônes pour le web en 2022. Voilà, c'est ce qu'on appelle création de contenu. En fait, pour nous, c'est des contenus qui vont alimenter une charte graphique. Voilà, donc on a fait un super livre blanc là-dessus si vous êtes intéressé. Et ensuite, on va passer donc à la dernière étape donc, de tout ça. C'est ensuite, quand on a l'identité visuelle, maintenant, après, il faut le formaliser dans une charte graphique, un mode d'emploi donc pour notre client, pour être sûr qu'en fait, ce soit compréhensible pour lui et qu'il puisse après l'utiliser par ses propres moyens. Parce que nous, en fait, après, on va donc lui donner quelque chose, mais après, il faut qu'il puisse bien sûr l'utiliser. Donc pour ça, on va pas vous le montrer là bien sûr, mais on a fait donc des vidéos YouTube où vous pourrez aussi donc le regarder. Donc on a fait une vidéo sur l'explication un peu d'une charte graphique en prenant l'exemple donc de la charte qu'on a fait pour Piloting. Mais également donc on va vous montrer quelque chose de vraiment concret. Donc c'est la charte graphique donc de Gestétudes. Pour un peu vous montrer nous comment est-ce qu'on fonctionne, à quoi ressemblent nos chartes graphiques. Donc, Gestétudes, c'est un gestionnaire de résidence étudiante meublée qui est implanté à Lyon et c'est une société à taille humaine, on va dire, qui avait une volonté de communiquer sur l'humain, la proximité et qui s'adresse bien sûr à un public étudiant. Voilà, eux, ils voulaient vraiment quelque chose de peps, ultra coloré, beaucoup d'illustrations. Donc, une charte graphique. Il va y avoir donc logotype, on vous l'a déjà dit, donc logotype, couleur, typographie, illustration, photographie. Et ensuite, on va nous un peu décliner sur des supports de communication pour justement montrer comment est-ce que tout ça vit ensemble. Donc, on va avoir le logotype. Ce qui est ultra important dans une charte graphique, c'est de montrer vraiment des règles de base. Donc, on va avoir le logo. Il faut montrer en fait, par exemple, la zone de protection. Donc, en fait, montrer que quand on va mettre le logo, par exemple, sur une feuille A4, être sûr que ça ne va pas être collé au bord, pour être sûr que ça ne va pas être coupé ou dérangé par d'autres textes. Voilà. Donc, on va toujours avoir une zone de protection. Une taille minimale d'utilisation. Exactement, on le voit ici. Et aussi, ce qui est intéressant quand on fait un logo, c'est de montrer toutes les déclinaisons. Donc, on a le logotype et il va y avoir aussi, par exemple, un style d'icône pour en fait donc avoir une grosse utilisation, avoir la possibilité de le mettre en plus petit. C'est vraiment la version minimaliste du logo. On la retrouve, si vous regardez un peu les onglets dans le navigateur, là, on a vraiment les versions minimalistes de Raindrop, de Dribble, etc. C'est ça en gros. Ensuite, il va y avoir les déclinaisons aussi colorimétriques. Là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple parce que Gestétudes voulait vraiment quelque chose de ultra coloré, donc avoir beaucoup de déclinaisons de couleurs. Donc voilà, c'est bien de montrer aussi toujours comment ça peut fonctionner donc en noir et en blanc. Donc toujours penser à ça. Ensuite, il faut aussi montrer toujours à quoi ça va ressembler sur une photo en termes de lisibilité. Très intéressant. Comment le logo il peut vivre sur des fonds quels qu'ils soient en gros. Pensez au Kamax. J'essaie à toujours penser au Kamax, tout à fait. Ça, j'adore cette partie, ça va être les interdits. C'est vraiment montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire avec le logo. Donc, vraiment imaginer un peu tout ce que le client pourrait faire avec et dire, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment ça. Donc, la déformation, des fois, ça va être mettre des couleurs qui n'ont rien à voir avec la charte, une question de contraste justement sur les photos, changer la typographie, rajouter de la graisse alors qu'il n'y en a pas. Voilà, donc les interdits, très, très importants. Et ensuite, donc les couleurs qu'on retrouve ici, pour qu'en fait notre client, bien sûr, il ait la palette et qu'il puisse en fait retrouver toutes les informations nécessaires. Donc il va y avoir donc les informations donc des RGB et CMJN pour que si un jour il veut faire une carte de visite tout seul et qu'il doit aller voir son imprimeur, il puisse donner en fait les codes CMJN à son imprimeur. Ou si un client a déjà créé son identité avec un prestataire et qu'il a besoin de faire son site internet, il va transmettre la palette colorée et le web designer va pouvoir reprendre cette code couleur et l'intégrer dans le projet de création de site. Voilà. Nous, après aussi, ce qu'on aime bien faire, et ça sert aussi beaucoup dans le digital, c'est après de penser aux nuances de couleurs. Donc, on va avoir la couleur de base qu'il a appelée donc Bright Blue, toujours en anglais, bleu clair. Mais c'est bien après donc, de penser au plus foncé ou au plus clair. Parce que des fois, quand on va être donc, dans du digital, on va avoir des fois, je sais pas, des besoin d'avoir des couleurs un petit peu plus claires pour des champs de texte, des pop-up avec des overlays, des choses comme ça. Ça permet d'amener du rythme dans la navigation d'une page, d'amener du contraste aussi avec d'autres éléments. Voilà. Important de bien la développer aussi.
Et ce qui est très important là, c'est que aussi on a donc bien dit que à chaque fois on parle aussi bien sûr du contraste, donc on vous avait parlé, et donc de l'accessibilité. Donc on fait aussi des choix de couleurs, évidemment. On est sûr après, bien évidemment, donc du contraste qui va être suffisant. Donc pareil, donc même chose avec à chaque fois, donc par couleur principale, on va donc à chaque fois mettre les nuances. Et les nuances de gris aussi, très important. Surtout aussi dans le digital, on a souvent très besoin donc quand même d'avoir une base de gris. Et ensuite, donc tout ce qui est typographie. Donc typographie, très très important parce que, comme on vous l'a dit, des fois, il va y avoir un catalogue vraiment beaucoup avec énormément de graisse. Donc il faut être sûr que notre client il comprenne quelle graisse utiliser, quelle typographie utiliser, dans quel texte, dans quel contexte. Et là, c'est intéressant parce qu'il a sur le projet, il y a 3 typographies. Donc aussi un critère dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Il faut pas, en général, la règle, c'est pas d'utiliser plus de 3 typographies. L'idéal, c'est 2, voilà, 2, 3 typographies en fonction après de comment on les utilise, bien sûr. Mais voilà, petite parenthèse. 2, 3 typographies. Et aussi, donc très important, c'est ce qu'on a fait aussi pour Piloting, quand tu utilises une typographie payante, il faut toujours aussi penser à avoir une alternative pour tout ce qui est PowerPoint, présentation. Tous les logiciels, en fait, qui ne peuvent pas recevoir une typographie personnalisée parce qu'en fait, par exemple, sur Google Slide, il y a, je sais pas, 20 typos qui sont disponibles. Donc, c'est important aussi de proposer aux clients, même sur Word, on ne peut pas installer toujours des typographies sur mesure, et donc on leur propose des alternatives à la typographie et on essaie de trouver quelque chose qui se rapproche le plus de la typographie identitaire de la charte graphique. Donc, bien penser à ça, c'est très important. Donc voilà, à chaque fois, donc il a toujours mis les graisses donc différentes utilisées, et ensuite on met toujours dans une charte graphique comment utiliser donc dans un contexte particulier. Donc montrer quelle typographie utiliser pour le titre, le corps de texte, les surtitres, voilà, pour que le client, encore une fois, sache comment utiliser notre identité qu'on lui a proposée. Ensuite, il va y avoir, donc là, dans ce cas de projet donc de Gestétudes, il y avait donc des illustrations. Il peut y avoir des projets où il n'y en a pas. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de vraiment montrer après tout le set d'icônes donc sur mesure qu'on leur a proposé. Voilà, pour qu'en fait, il en ait une trace et qu'il puisse les retrouver facilement. Voilà. Et donc là, par exemple, on a travaillé en duo sur le projet. Donc Jérôme a travaillé vraiment sur tout ce qui était typographie, couleur, création du logotype. Et ensuite, moi, j'ai pris le relais sur les illustrations et j'avais déjà une base avec une palette de colorés qui était délimitée. Et il avait aussi défini un petit peu, il avait sélectionné avec le client un petit peu un style graphique qu'on souhaitait développer pour les illustrations. Et on a développé des illustrations personnalisées pour nourrir l'image de Gestétudes. Ensuite, au-delà des illustrations, il faut bien faire la différence entre, on va dire, les illustrations pures et dures et tout ce qui va être univers graphique, donc avec des formes qu'on va pouvoir utiliser sur des supports print, digitaux, voilà. Donc là aussi, pareil, il a donc travaillé en sets, il a fait plein de petites formes qu'après le client peut utiliser. Après, l'idée, c'est qu'il n'utilise pas n'importe comment, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des exemples de comment utiliser correctement. Il va y avoir aussi donc tout ce qui est utilisation de motifs. Et là, en fait, donc, il a donc travaillé donc, sur des affiches et sur des catalogues. Et à chaque fois, donc, on va dire quelle typographie on a utilisée, comment on montre un peu les formes, les couleurs, etc. Pour qu'on puisse, le client puisse produire après en autonomie, s'il le souhaite, des supports et que ça reste cohérent avec ce qu'on lui a proposé du projet. De la vie du projet. Et ensuite, on va avoir donc tout ce qui est aussi photographie. Donc là, en l'occurrence, c'est des photographies prises donc, sur des sites de banque d'images. Mais on voulait leur montrer donc et des photos qui ont été prises par le client et un photographe. Et donc, c'est un peu leur montrer ce qu'on leur préconise et aussi donc les interdits. Donc justement, quelque chose, donc là, c'est une expression, c'est justement trop quelque chose de Shutterstock. Donc, des choses un peu trop posées, cliché, pas trop naturelles. Voilà, exactement. Donc, toujours aussi penser les interdits et ce qu'on préconise. Et là, après, on arrive donc, dans tout ce qui est un peu déclinaison de support. Ouais. Donc, les cartes de visite,
Voilà, donc les signatures de mail aussi également, qu'on va aussi pouvoir faire. Et ensuite, donc voilà, tout ce qui est déclinaison print de catalogue. Donc là, il y avait beaucoup d'éléments print à produire parce qu'il y a beaucoup de supports qui sont distribués dans les agences, dans les résidences, pardon. Mais ce qui est intéressant, surtout avec quand on fait dans une charte graphique des déclinaisons un petit peu de support, c'est vraiment de leur montrer encore une fois comment on vit tous les éléments ensemble. Parce que montrer une palette colorimétrique, c'est bien beau, mais après, il faut montrer un peu justement quelle couleur utiliser avec quoi, les typographies également, voilà. Donc voilà, en fait, c'est le type de charte graphique qu'on propose à nos clients. Et qui après est censée donc vivre un peu toute seule et que le client peut donc gérer en autonomie. On arrive bientôt à la fin du webinaire et à une question qui peut être hyper importante. Ça va être, super, c'est génial, ces concepts autour des logos, de l'identité, du branding, etc. Mais en gros, combien de temps ça prend ce type de projet et quel est le budget à prévoir pour, pas forcément, pour réussir son projet, en tout cas chez Pilotine. Ouais. Donc en toute transparence, on vous présente là un projet type, des propositions qu'on peut faire à nos clients pour une charte graphique. Sachant que c'est vraiment un projet type, je dirais, entrée de gamme, où on ne va pas forcément retrouver, par exemple, ce qu'on a vu pour Gestétude, la création sur mesure, du packaging, la photo, du packaging, du naming, des ateliers un petit peu sur mesure en amont. Mais par contre, on a vraiment tout le travail qu'on a vu tout à l'heure sur la création du logotype, le choix des typographies, le choix de la palette colorée, et puis ce document dans lequel on va retrouver les règles d'utilisation de la typographie et des déclinaisons. En général, on propose des éléments sur lesquels on va appliquer la charte. En général, ça va être des cartes de visite, du papier en tête, une signature, vraiment le minimum dont a besoin une structure pour pouvoir communiquer sur la nouvelle charte. Voilà. Donc, on voit que ça se découpe en deux grosses parties. Voilà, 2 étapes. L'atelier, donc là, c'est co-création de marque. Pardon, je disais qu'il n'y avait pas, mais en fait, ici, là, il y a donc là, c'est vraiment un projet où on va créer le nom. Oui. On va travailler un petit peu sur l'identité de la marque. On ne va pas faire une plateforme de marque, mais on va aider notre client à faire ressortir un petit peu ce qu'il a envie de raconter autour de sa marque ou de sa société, son entité. Et ensuite, vraiment, il y a la création de la charte graphique qu'on a détaillée vraiment tout à l'heure, bien en détail. Voilà. Donc, en tout, on travaille donc sur 8 jours, qui sont forcément des fois un peu étalés dans le temps. Parce qu'encore, comme on le disait, des fois, on a besoin de prise de recul. On a aussi d'autres projets à traiter, évidemment. Donc, voilà, donc c'est 8 jours global. 8 plus 4. 8 plus 4, voilà. Si on a un atelier de naming. Et en général, on aime bien l'espacer, justement. Quand c'est de la création, c'est bien de prendre son temps parce que faut laisser aussi à nos clients prendre le temps de s'approprier un petit peu son propre projet. Oui. En général, pour un projet de création de charte graphique seul, ça va, si le client est réactif, parce qu'en fait, c'est de la co-création. Oui. On construit ensemble, on a des allers-retours, etc. Donc, il y a de l'implication des deux côtés. En général, ça peut prendre 1 mois si tout se passe bien et que ça roule et tout va bien. Ça peut prendre 2, 3, ça peut prendre même 1 an quand un client a du mal à se décider. Là, c'est pas les meilleurs projets en général. Mais voilà, en gros, ça vous donne un peu une idée globale de nous, comment on structure tout ça. Voilà. Donc après, bien sûr, on prend le temps de discuter avec vous pour comprendre les enjeux, le contexte, etc. et vous proposer les prestations qui sont les plus adaptées à vos besoins. On arrive bientôt à la fin du webinaire. On avait fait une petite, pour aller un peu plus loin, une petite bibliographie et quelque chose, des bouquins qu'on vous conseille si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans tout ce qu'on vous a présenté. Donc, par exemple, il y a l'éloge de l'ombre ou les fondamentaux éléments de base, principes de grille, support, études de cas, donc la mise en page, etc. Ouais. Je dirais qu'il y en a 3 qui sont plus
hyper techniques, plus adressées à des designers et des graphistes. Les trois derniers sont très... En tout cas, pour moi, c'est le 2 et le 3 qui sont vraiment pour les designers. Après, le 11 fait un brief, c'est super intéressant pour la première partie. C'est notre ancien DA Julien Maurice Chevalier qui me l'avait fait découvrir, donc merci à lui. Il est super ludique ce bouquin parce qu'en fait on a vraiment le bouquin qui est divisé en deux et il y a une phase qui est destinée aux clients, en fait, comment je fais pour briefer un créatif et l'emmener là où j'ai envie d'aller. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est le créatif qui dit, c'est des conseils, en fait, pour un créatif, comment je fais pour guider mon client et comprendre un petit peu ce qu'il recherche. Donc, en lien avec la première partie, donc la première étape donc, du périmètre du projet et comment lancer un projet d'identité visuelle. Et Loge de l'ombre, ça va être quelque chose d'un peu plus conceptuel, mais que je vous conseille vivement, que j'ai adoré, qui est donc une thèse faite par un japonais dans le XXe siècle sur la différence entre notre manière de voir les choses, nous les occidentaux, et leur manière, eux, de voir les choses plus donc dans le Japon, sur justement donc du less is more. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais donc en fait c'est quelque chose qui nous en fait nous inspire aussi beaucoup quand on va créer une identité visuelle et de la charte graphique, dans l'idée de des fois ne pas vouloir partir trop loin et vraiment des fois se centrer vraiment sur l'essentiel pour des fois plus se concentrer sur vraiment ce que le client voulait initialement, éviter de un peu partir dans tous les sens. Donc, très, très intéressant, je vous le conseille. Voilà. Il y a plein d'autres bouquins qui sont intéressants, bien entendu. Et si vous en avez à nous recommander, on est hyper OP pour avoir vos références. N'hésitez pas même à nous envoyer des petits messages sur LinkedIn. Vous avez notre lien sur des slides de présentation. On vous invite aussi à venir consulter nos études de cas si vous voulez voir un petit peu découvrir nos projets. Au cœur de la marque, dit Yanis. Super Yanis, merci pour la référence. On ira voir. Ouais. Et donc n'hésitez pas à consulter nos études de cas sur notre site internet. Vous allez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube tout un tas de vidéos qui parlent du web design, du marketing digital, plein de sujets hyper intéressants. Ouais. Instagram, et après, n'hésitez pas à nous suivre, pour tout ce qui est aussi, on partage plein de petits tips, plein de conseils également donc, sur le branding, le digital, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Nos outils magiques et astuces. Et donc maintenant aussi, c'est un peu aussi à vous, j'ai envie de dire, si vous avez des questions suite un peu à cette présentation qui se veut quand même assez dense. Ouais, on a essayé de rendre le contenu le plus intéressant possible. Ouais. Mais voilà, si vous n'avez pas, je ne sais pas si quelqu'un a forcément des questions. Ah, Julien est de retour. 6, pas mal. Ouais. C'était bien dense, il y avait pas mal de trucs. Et en tout cas, il y a presque tout le monde qui est resté jusqu'au bout. Donc, c'est que ça devait être excellent. Et en plus, vu que vous avez répondu aux questions au fur et à mesure, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais si vous avez une dernière question, ça peut être pas mal. Ah si, voilà, c'est plutôt des remerciements. Merci Yanis. En tout cas, félicitations. Félicitations. Voilà. Bon, je n'ai pas animé ce webinaire, j'étais triste, mais vous l'avez fait super bien toutes les deux. Donc c'est notre premier webinaire. C'était tip top. Donc bravo, beau déroulé, c'était bien complet. On avait tout ce qu'il fallait. Donc je pense que c'est chouette. En tout cas, pour ceux qui souhaitent rester, donc n'hésitez pas à faire des remerciements, à dire que Valentine et Estelle, elles sont tip top, trop fortes et tout, à mettre une note, un 5 sur 5, des pouces bleus, des étoiles, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à dire que vous êtes super content sur notre Google My Business, par exemple. Vous tapez Pilotine et vous mettez un super avis. Elles en seront ravies. Et donc, ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube pour ceux qui souhaitent le retrouver. Comme elle disait, vous en avez plein d'autres de disponibles sur YouTube. Et si vous voulez, il y a d'autres webinaires qui sont prévus. Aussi, vous pouvez retrouver sur la page ressources nos webinaires. Sur le site de Pilotine, vous pouvez retrouver tout ça. Et d'ailleurs, le prochain, c'est Jérôme, je crois, qui le fait. Et c'est sur... C'est plus sur le web design, Figma. Nos top 3 projets qu'on a pu réaliser à Pilotine, on va vraiment plus les détailler. Donc, par exemple, Gestude, dont on a bien parlé, ça va être vraiment d'aller un peu plus loin, vraiment expliquer plus dans le détail des projets. Ouais,
mais plutôt orienté Web design, digital. pas identité visuelle. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente journée. Merci beaucoup Valentine, merci beaucoup Estelle. Merci Et puis à vous. bon projet digitaux. Ciao, ciao. Ciao.